Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans Classico, votre émission foot tous les lundis soirs sur Radio J. Au sommaire ce soir, le Paris Saint-Germain la peine hier soir face à Reims. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond au sein de l'équipe parisienne à 15 jours de son premier match contre le Bayern Munich qui doute lui aussi? Élément de réponse en première partie de Classico. Le mercato également au menu du soir, il s'achèvera demain à 23h59 et ça risque encore de bouger à Paris, à l'OM mais aussi à Lyon et à Nice. On vous donnera les dernières tendances. Et puis zoom enfin sur le marché de l'édition des livres de sport, en particulier de football, notamment à l'occasion d'événements internationaux comme la Coupe du Monde. Pour débattre ce soir, la Dream Team est prête, notamment celui qui vient de remporter de manière assez large le dernier tournoi de Mon Petit Gazon. Benjamin Krief, bonsoir. Maître Benjamin Krief, bonsoir. Bonsoir à tous. Écoute, cette victoire assez logique finalement. Qui est rare aussi. Vu ma connaissance du football, rare, mais il était temps que ça arrive. Benjamin, tu étais au parc hier. Ton impression? Écoute, j'ai passé l'une des soirées les plus ennuyeuses de ma vie au parc. Et la seule lueur d'intérêt hier était la performance de Reims, qui a vraiment été vaillante, agressive. On viendra en détail sur le pressing, très vertical. Et franchement, quand à la fin ils ont marqué, j'étais content pour eux parce que c'était vraiment mérité. Bonsoir Alexis Bidon. Bonsoir à tous. T'étais au stade hier aussi? J'étais pas au stade hier, j'ai pu profiter du match au chaud. Et qu'est-ce que non, mais on est sorti de ce match à la maison? On voit que depuis le début de retour de Coupe du Monde est difficile. Alors c'est pas le cas que pour le PSG, mais c'est le cas aussi et surtout pour Paris, et que février arrive avec les nombreuses échéances importantes. Donc ça commence à urger, on va dire. Notre invité du soir est le directeur éditorial des éditions Solar, éditions qui ont récemment publié l'album souvenir de la Coupe du Monde de football. Jean-Philippe Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Classico. Jean-Philippe, quel livre conseillerez-vous à Christophe Galtier pour cette période, pour sortir intact de cette période un peu turbulente du mois de janvier comme il est de coutume à Paris? Comment gagner un match de football par le collectif des managers qui est publié l'année dernière aux éditions Solar. C'est un problème tactique donc? Non, d'ailleurs il a analysé le sujet, Christophe Galtier hier, il a dit c'est un problème de suffisance. Ce qui est peut-être plus grave. Oui, en même temps il y a des solutions à condition que l'intégralité du club s'en empare, mais je pense qu'on va en parler encore tout à l'heure. Sans doute. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur Radio J, en vidéo sur Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de partager et de commenter nos contenus, notamment sur Twitter et TikTok. Classico saison 3, épisode 84, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Paris devait se rassurer hier soir face à Reims, mais le scénario du match a plutôt confirmé l'impression générale. Depuis le début de l'année civile, le PSG semble au ralenti, alors que le choc contre l'OM d'abord en Coupe de France, puis évidemment contre le Bayern le 14 février en Ligue des Champions se rapproche à grands pas. Messieurs, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment au Paris Saint-Germain? Jean-Philippe Bouchard, vous avez commencé à répondre à cette question, je vous cède la parole en premier. Disons que le PSG a préparé ce match de la plus mauvaise des façons par une tournée au Moyen-Orient. C'est quand même Arabie Saoudite et Qatar. Pour des joueurs qui étaient passés par 35 degrés, moins 5, puis repartir à 35 degrés pour retrouver un petit zéro la semaine dernière et hier soir, je pense que c'était même peut-être négatif là, à Porte d'Auteuil. Voilà. Donc franchement, c'est plus tout le temps passé dans les avions, les transferts, les hôtels. Sans compter le déplacement à New York d'Hakimi et d'Mbappé. Voilà. Ça c'est venu en plus, mais franchement, c'est préparer un mois de février d'enfer comme ils vont avoir là, de cette façon, c'est évidemment pas la meilleure des façons. Le club a fait sa politique diplomatique, on va dire, de business, d'image, c'est très bien, mais c'était pas le moment de le faire. Et je pense qu'on peut interpréter les propos de Galtier dans ce sens-là aussi. Qui avait expliqué que c'était pas lui qui avait été à l'origine de la décision, qui n'avait pas été consulté. Le message sur la suffisance peut peut-être s'adresser à ses dirigeants aussi. Messieurs, Benjamin. Et à ses joueurs aussi, évidemment.
Ouais, pour revenir sur les termes du coach, effectivement, quand il parle de suffisance, c'est exactement ce que, en tout cas, moi j'ai ressenti hier au stade. Il y a un manque d'implication, il y a un manque d'envie. Il y a un problème physique, c'est un peu ce qui sous-tend le raisonnement de Jean-Philippe Bouchard, c'est qu'il y a beaucoup de déplacements là, ces dernières semaines. Il y a peut-être un problème physique, certes, mais il y a, je sais pas, aussi et surtout un problème mental. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, parce qu'il y a des courses qui sont pas faites, il y a des pressings qui sont pas faits, il y a des repositionnements qui sont pas faits. Il y a des passes qui sont faites avec un relâchement qui est assez incroyable. J'ai en tête un moment Hakimi qui se retourne pour faire une passe, mais complètement hors sujet, à contre-temps. On ne sait pas ce qu'il veut faire, il est arrêté, il est un peu perdu. Voilà, les deux sujets que moi me posent question, c'est un, l'envie, la motivation, l'implication des joueurs, et deux, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu perdus tactiquement, quoi. Et c'est ça qui je sais pas, ça m'inquiète plus que l'autre point, mais c'est là où Galtier, pour revenir sur votre point, s'il met la faute sur ses dirigeants, là, il y a aussi quand même une responsabilité de sa part, parce qu'on a l'impression que c'est pas lisible, en fait. Le jeu du Paris Saint-Germain n'est pas lisible, on sait pas quelle est l'idée, en fait. Alexis, la Ligue 1 n'est toujours pas un enjeu pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Alors, elle est un enjeu, mais pour rebondir sur ce qui est dit, en fait... Alors, attends, ne pars pas trop loin. Attends. Sur cette question-là, est-ce que, malgré le fait qu'il y ait deux clubs, malgré le fait qu'il y ait Lens et l'OM qui ne sont pas très loin, 3 points, 5 points, respectivement, on n'a pas l'impression que les joueurs soient particulièrement motivés pour aller remporter cette victoire avec un but encaissé dans les dernières secondes du match. Après, ils ont raté sur ce match, il y a quand même justement, ce qui est un sujet, c'est qu'il y a quand même plusieurs phases de compte qui sont mal exploitées parce qu'ils ont largement la place de mettre le deuxième but et c'est pas fait. Non, je pense pas. Je pense qu'ils veulent être champions. Je pense qu'ils pensent qu'ils ont de la marge. Effectivement, il y a une espèce de suffisance parce que la Ligue 1, c'est quasiment d'acquis. Donc c'est bien que ça ne soit pas cette année. Je disais tout à l'heure en off, de toute façon, et je l'ai dit déjà la semaine dernière sur cette même émission, que la Ligue 1, quand il y a trop d'écart, le PSG, on dit que la Ligue 1 est pas assez bonne pour les amener à gagner la Ligue des Champions. Quand c'est très serré, on dit que c'est eux qui sont pas assez bons pour aller. Donc voilà, surtout va se juger sur le Bayern à la fin. Mais je pense que la Ligue des Champions, que justement, c'est bien pour eux que la Ligue 1 soit plus difficile. Hier, Alex, quelques stats, enfin tous d'ailleurs, sur quelques stats hier, c'est 16 occasions pour Reims et 9 pour le Paris Saint-Germain, 17 tirs pour Reims, 12 pour le Paris Saint-Germain, et 4 tirs cadrés de chaque côté, voilà, et le premier tir cadré pour Paris, c'est à la 50e minute. 60% de possession pour le PSG, qui du coup, possession qui ne donne absolument rien. Donc c'est ça, je reviens sur... Paradoxalement, c'est quand ils ont fini, quand c'était à 10 après la sortie de Verratti, parce que j'allais dériver sur Verratti, que Paris a mieux joué même. Sur le plan de la communication, avant de parler de Verratti dans un instant, sur Jean-Philippe Bouchard, sur le plan de la communication, la semaine dernière a été marquée par la mini-affaire des gilets jaunes à l'entraînement avec des joueurs qui ont marqué avec mesure, hein, évidemment, leur mécontentement de voir un jour de repos supprimé. A suivi la polémique sur la fonction de vice-capitaine, la communication de Presnel Kimpembe sur les réseaux, la réponse et le mea culpa de Christophe Galtier. Est-ce que tout ça est anecdotique ou ça dit quelque chose d'un moment de flottement au sein du club, au sein de l'effectif? Non, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre parce que le PSG, parmi les grands clubs européens, est habitué à ce que la moindre anicroche dérive immédiatement en crise. Le Bayern gère ça très très bien depuis 30 ans. Ils en ont fait leur quotidien. Le PSG est habitué à ça aussi. Effectivement, tout est interprété, surinterprété, monté en épingle. Le vrai problème, il est sportif. C'est que si Paris gagne ses matchs du mois de janvier, et y compris celui d'hier, ce qui n'est pas passé loin finalement, quand même, si on veut bien le reconnaître, il y a beaucoup moins de problèmes en fait. Les gens, enfin voilà, ça va, toutes ces anicroches vont glisser et puis on attendra la prochaine. Là, d'un seul coup, ça vient s'ajouter à un climat d'incertitude, de légère angoisse quand on voit se profiler le 8e contre le Bayern et on se dit ça tourne pas rond dans ce club-là. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Et donc forcément, on alimente la machine à critiques et à fantasmes. Est-ce qu'il y a toujours un impact de la Coupe du Monde, Benjamin? Certains joueurs, par exemple Soler, n'est pas allé très loin avec l'Espagne. C'est sûr, il y a un impact physique et ou psychologique. Peu importe le... Et partout en Europe. Oui, exactement. Ce que j'allais dire, le parcours que tu as fait, ça a marqué évidemment un moment de ta saison, d'avoir été en Coupe du Monde, d'avoir vécu des émotions positives ou négatives. C'est sûr que ça a un impact. Et effectivement, comme le dit Alex, ça se voit dans plusieurs clubs d'Europe. Mais au-delà de ça, si tu prends un peu les joueurs, si tu détailles un peu l'équipe du Paris Saint-Germain hier, tu as Donnarumma qui fait plutôt un bon match sur sa ligne. Alors après, effectivement, si Alex le dit lui-même, fervent défenseur de Donnarumma, qu'à la fin, sa relance est un peu à l'origine des erreurs qui ont suivi le but, qui entraînent le but, voilà, ces erreurs sont toujours là. Défensivement, c'est quand même assez inquiétant parce que Marquinhos et Ramos, sincèrement, ils sont à contre-temps sur énormément de ballons. Ils se sont fait bouger hier par les attaquants rémois.
c'est inquiétant. Hakimi était rapidement cramé dans le match. Et lui aussi, il a plusieurs occasions qui gère mal offensivement. Il prend le couloir, il le prend tard, le couloir. Il fait des belles courses. Mais il le prend qu'en deuxième mi-temps, il le prend très tard. Première mi-temps, tu le vois quasiment pas. Bernat est plutôt pas trop mauvais. Et après, au milieu de terrain, c'est un bouillon constant, quoi. C'est un bouillon constant. Ruiz et Vitinha hier en première mi-temps, mais c'est. Est-ce qu'on s'est trompé, est-ce que le club parisien s'est trompé sur ces joueurs qui étaient bons, notamment à Naples, pour Ruiz et qui ne sont pas au niveau, clairement, là. En tout cas, on voit depuis quelques matchs. Moi, j'aimerais bien qu'on ait la réponse. Comment se fait-il que des joueurs arrivent du Paris Saint-Germain avec un niveau quand même relativement bon? Il y en a, il n'y a pas que. Bon. Tu remontes à l'année dernière, les années d'avant. Draxler, il arrive, c'est un super joueur. Herrera, pareil. Paredes, enfin, ils sont largement meilleurs que ce qu'ils sont quand ils jouent au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'ils sont sur le terrain avec le maillot du PSG, Ruiz, Soler, Wijnaldum, Gay, oui, mais excuse-moi, c'est un grand ensemble. Regarde, tous les joueurs que tu cites, c'est un grand ensemble de joueurs archi décevants. Tous les joueurs que tu cites, ils viennent d'où? Draxler, il joue à Wolfsburg. C'est un bon Wolfsburg, mais c'était Wolfsburg. C'est le capitaine de la sélection allemande. Il a prouvé au niveau international avec l'équipe d'Allemagne. Mais comme Podolski a prouvé en équipe d'Allemagne, et puis il a toujours joué à Cologne. La sélection, c'est quand même pas pareil que les clubs. C'est Draxler, à Wolfsburg. Ouais, et puis il y a une chose Jean-Philippe Bouchard. Une chose qui est récurrente et qui tient pas au PSG de cette année, c'est que être transféré au PSG pour un joueur européen ou autre d'ailleurs, c'est un défi. C'est compliqué de s'adapter à ce club, à cette vie. Je rappelle quand même que la plupart des joueurs stars vivent Paris intramuros, ils vont s'entraîner à 30 km de là. Enfin bon, bref, Paris est une ville de tentation. C'est compliqué. Même Messi a eu du mal. Même ça, lui qui n'avait jamais quitté la Catalogne depuis bien sûr. le début de son adolescence. On peut dire que son niveau n'était pas en cause. Son âge peut-être, mais pas son niveau. Donc il y en a eu plein. Rai, si on remonte à bien plus tard, Rai, il a mis du temps avant de devenir un capitaine Rai. Donc c'est pas simple. Mais il y avait une adaptation au football européen dans le cas de Rai, ce qui n'est pas le cas de Soler, de Ruiz, mais de toute façon, Wijnaldum. cette ville, ce club, c'est pas simple pour un étranger qui débarque. Et il faut rarement s'attendre à ce que le joueur arrive et fasse des étincelles comme il pouvait faire dans son environnement. Et on en a vu plein, des qui nous ont un petit peu déçus. Il y a eu Diallo qui était super fort. Kerrer. Ou Kerrer. Rafinha, Icardi, Choupo-Moting. Je pompe la liste de nos amis. Je pompe la liste de nos amis d'Eurosport qui ont fait un podcast très très marrant et qui reprenaient un peu la liste. Ils ont listé un peu les joueurs sincèrement décevants. Et je trouve très drôle. Choupo-Moting qui est titulaire au Bayern Munich, dont on s'est moqué pendant des années au PSG. Donc ça, c'est un contre-exemple de ce que dit Alex. Parce qu'Alex semble dire c'est des joueurs moyens qui arrivent au PSG qui restent moyens. Non, c'est pas vrai. Kerrer, c'est un espoir allemand. Mais qui a été hyper décevant au Paris Saint-Germain. Et sa carrière. Très décevant. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas pris des cracks qui avaient surprouvé au niveau, à part Wijnaldum. Mais est-ce qu'on n'attend pas qu'il progresse au Paris Saint-Germain, Alexis? Mais ça pose des questions pas sur autre chose. Mais je veux dire, on a pas des joueurs confirmés. Paredes, ça vient du Zénith. Gay, c'est Everton. Mais surtout, il n'y a aucune patience au PSG. C'est-à-dire que dès qu'un joueur sous-performe pour toutes les raisons qu'on peut trouver d'adaptation, tout de suite, il y a une impatience, comme là, on mesure. Et effectivement, et c'est normal. C'est normal qu'on attend beaucoup des joueurs qui s'adaptent tout de suite, qui soient bons tout de suite. Et donc, on les met sur le banc, on les remplace, ils doutent et ils rentrent dans un cercle vicieux, une spirale infernale qui les fait que, il y a un moment, il faut mieux qu'ils partent parce que finalement, leur venue au PSG est un échec. Mais c'est aussi beaucoup lié au fait que, ils ont 3 mois maxi. Il y a plus de patience dans les autres grands clubs européens. Si on prenait l'exemple, je sais pas, Liverpool, du Bayern. C'est pas totalement vrai. Kerrer, il a eu le temps de. Draxler, il a eu largement le temps. Voilà, ils ont bien démarré et après ils sont. Gay aussi, hein. Ouais, mais il y a eu tout un tas de raisons qui sont propres à chacun, mais c'est un peu mécanique que le joueur qui arrive au PSG, il fait 3 semaines super, et puis après il commence à s'installer, il commence à voir la ville, et ça coince. Et après, le temps qu'il repasse dans une vitesse de croisière et retrouve son niveau, il s'est passé un hiver, le doute s'est installé, la concurrence est là. Et c'est vrai, il y a beaucoup de déchets et de dégâts au PSG, on peut pas le nier. Ce qui est criant, j'ai pas l'impression qu'on ressente ça dans d'autres grands clubs européens, c'est que tu as les stars et les autres, quoi. Il y a une vraie distinction qui est ressentie, qui est visible
entre les 3 stars, t'ajoutes Marquinhos, Verratti, un peu le conseil des sages, et tout le reste, quoi, tous les joueurs autour. Donc pour un Ruiz... C'est pas le cas ailleurs, tu penses? Je sais pas, on reprend l'exemple j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est plus des groupes un peu plus homogènes, parce que t'as la fameuse institution qui est peut-être plus forte, et donc le joueur arrive et se met au service d'un collectif. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a les stars et les autres. Et donc pour un Ruiz, Soler, Ekitike, d'arriver au Paris Saint-Germain et d'être aux côtés des stars qui sont sans doute intouchables, c'est pas sans doute, sont intouchables, mais tu dois jouer avec les pieds qui te brûlent. Et c'est peut-être ce qui explique qu'il n'y a aucun joueur finalement qui arrive comme remplaçant ou second couteau et qui arrive à bousculer la hiérarchie. Verratti, Marquinhos, quoi. Il y a un problème d'encadrement justement pour les nouveaux arrivants qui ne seraient pas des superstars accueillis à la Tour Eiffel. Je pense que c'est effectivement très difficile pour eux parce que en fait le PSG a cru noyer les problèmes en multipliant les stars. C'est-à-dire que il y a une dizaine d'années, on avait Zlatan qui prenait la lumière, qui prenait les ballons et qui focalisait tout, voilà. Et il était tout seul et lui-même, pouvait s'autoriser des choses que les autres n'auraient même pas imaginé avoir dans le traitement de faveur, dans la certitude des titulaires, etc., etc. Après, on a eu Neymar, qui est arrivé avec ce statut-là, un peu, et qui était un petit peu challengé par Mbappé. Mais Mbappé, quand il arrive, il est un tour en dessous quand même. C'est le jeune joueur qui débarque. C'est vraiment Neymar qui fait ce qu'il veut et qui se pointe à l'entraînement ou pas. Enfin, bon, c'est géré en dehors du coach. C'était impossible. C'était pour Tuchel, c'était une calamité quand même. Hein. Ça le mettait dans une position facile. Et là maintenant, avec Mbappé qui est devenu plus que l'égal de Neymar. Messi qui a rajouté une couche, finalement, au lieu de diluer le problème de la star, on les a multipliés. Parce qu'on en a 3 qui font ce qu'ils veulent maintenant. Et avec eux, un coach qui a beaucoup moins d'expérience qu'un Ancelotti, par exemple, pour gérer justement ces vestiaires-là. Ça impacte aussi ? Je pense que dans ces cas-là, le seul qui a le pouvoir, c'est le président et qui a la clé sur le salaire. C'est à peu près là que ça se joue. C'est plus Campos que le président, peut-être, qui est Nasser, qui n'est pas toujours forcément là au quotidien. Oui, non, mais ça revient au même, mais ça n'est plus une question sportive dans la simple mesure que ces joueurs-là, de toute façon, ne sont jamais mis en concurrence. Il faudrait, selon vous, faire sortir plutôt, je sais pas, un Messi qui est pas super bon hier soir, un autre soir Neymar ou Mbappé. Transparent hier soir. Ouais. Tu oublies qu'il est sur le terrain, Messi, hier soir. Hein. Ouais, franchement. Neymar, il fait des efforts, il revient. Mbappé, on pense jamais à le sortir. Mbappé, hier, est largement en dessous de Neymar. Hein. C'est Neymar qui, parmi les 3 hier, fait plus de repli défensif, essaye de provoquer. Mbappé, il est absent. Et c'est vrai que quand tu te retrouves à 10 avec, tu gardes les 3 devant, tu te dis que, l'équipe coupée en deux. Qu'est-ce qu'il peut faire que tu vas les sortir? Ça devient impossible pour le milieu de terrain en plus. Exactement. Ils prennent des vagues, les pauvres. En deuxième mi-temps, c'était Danilo et Ruiz qui est resté. Si je dis pas de bêtises, c'est Vitinha qui était sorti. Donc t'avais Ruiz, Danilo et Verratti est sorti du coup rapidement. Tu parles de hier. Tu fais finalement c'est une attaque. Comment dire? C'est une remise en cause du problème de Galtier dans le sens qu'il reste avec les 3 devant alors qu'il prend un rouge. Ouais, mais considère qu'il aurait dû sortir des 3 devant. Non, mais c'est criant renforcer le milieu de terrain. C'est criant sur le fait parce que tu parles de Danilo, il rentre Verratti plus là déjà. Oui, mais c'est criant sur le fait qu'il peut se passer n'importe quoi. Tu vas garder tes 3 devant malgré leur performance. Pour moi, le vrai sujet, c'est au-delà des 3 devant, on en parle comme ça, mais en fait, c'est est-ce qu'ils ont envie de jouer les uns avec les autres? Parce qu'en fait, si tu as envie de jouer avec ton pote, ou si tu as une relation forte, tu fais les efforts. On voit qu'Mbappé avec Neymar, dans une interview il dit une fois c'est oui, une fois c'est non avec Neymar, donc il sait même pas trop sur quel pied danser. Neymar c'est en fonction de son humeur. C'est sûr que Neymar a un impact très fort sur le comportement du vestiaire et cette année Galtier semble avoir fait comprendre, donc il fait plus d'efforts, ce qu'il fait. Mais après, pour moi, c'est plus un truc hors dehors du terrain entre les 3 joueurs. Messieurs, je vous propose d'écouter Christophe Galtier hier soir après le match au micro de nos confrères de Prime Video. Prendre un but à la 95e minute, avec le nombre de joueurs d'expérience que nous avons pris en fait une transition, alors qu'il reste 30 secondes à jouer, qu'on a le ballon dans les pieds. Évidemment que c'est très dommageable en termes sur un plan comptable, mais c'est aussi très surprenant par rapport à l'expérience qu'il y avait sur le terrain à ce moment-là. Jean-Philippe Bouchard, est-ce que vous diriez que les leaders n'assument pas assez au Paris Saint-Germain? Non, mais je pense que il faut faire attention à pas voir toute la saison sur le prisme du dernier match. Hier, très clairement, ils ont pensé que ça pouvait passer comme ça.
Voilà. Verratti, je pense qu'il prend jamais de rouge dans un match avec plus d'enjeux. Si l'équipe n'aime pas un 0, je pense qu'il joue pas comme ça, de façon un peu détachée, pas très concernée. Enfin voilà, ils sont punis. On revient à la suffisance. Voilà. Notre point de départ. Ils ont cette attitude-là parce qu'ils pensent que ça passe et finalement, pas un 0, finalement, bonne affaire, tout le monde est content. Hein, même si le match est mauvais. Et de toute façon, ce match-là les intéresse pas vraiment. Donc c'est ça le sujet, c'est qu'effectivement, Reims, franchement, Neymar, ça l'intéresse pas. Et encore, c'est pas le plus mauvais. Mais pourquoi il joue du coup? Enfin, on parle de Neymar à l'instant, mais pourquoi Messi joue par exemple? Parce que ces 3 joueurs-là peuvent débloquer un match chacun sur une action individuelle à n'importe quel moment. Et je pense surtout qu'il joue aussi ces matchs-là parce qu'il faut bien qu'il soit préparé pour le Bayern. Certes, mais il y a d'autres matchs avant. Il y a le match contre l'eau. Oui, mais c'est une sorte de préparation physique, j'ai envie de dire. Et n'oubliez pas qu'ils ne s'entraînent pas. Parce que justement, avec tous les déplacements dont on a parlé tout à l'heure, les entraînements, les mises en place, le foncier, il n'y en a pas. Et aussi, ils sont challengés par personne, parce que quand ils sont remplacés, c'est pas un remplacement poste pour poste en plus. Là, je me remémore le fait que Renato Sanchez est rentré hier. Renato Sanchez, pareil. Qui est censé apporter beaucoup plus de verticalité. Ça, c'est un transfert. Ça, c'est grâce à Alex. Hein, mais ce transfert, il l'avait soufflé il y a un an. Franchement, bravo. Mais pareil, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a passé la porte du camp des loges, s'est éteint. Et hier, quand il rentre, c'est ça. Il n'apporte rien. Il n'est pas encore arrivé, c'est pas pareil. Il est toujours blessé, il n'est pas encore vraiment arrivé au PSG. Ok, mais du coup, quand tu parles des 3 ou même d'autres, si tu prends les joueurs stars, il n'y a aujourd'hui personne pour venir vraiment les challenger, les bousculer. Il y a des joueurs qui sont sensibles à la concurrence et des joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Non, mais qui vient bousculer aujourd'hui les 3 stars, Verratti, Marquinhos, même Ramos d'ailleurs, qui vient les bousculer dans la hiérarchie? Bernat, pour le coup, revient un peu bousculer Mendes, qui est bien. Hakimi à droite, il n'est pas challengé. Qui vient bousculer les 3 stars? Et Ekitike, bien sûr que non. Soler et Ruiz, ils challenge personne. Renato Sanchez non plus. Danilo, c'est un peu un complément, le pauvre. Il est là, il comble les trous. Voilà, t'as personne qui vient de challenger les titulaires. Donc pourquoi veux-tu qu'ils se bougent contre Reims ou contre quelqu'un d'autre? Non mais, dis-moi qui challenge les stars. En fait, c'est Alexis. Dans tous les grands clubs aujourd'hui, t'as le noyau dur qui est pas challengé. Noyau dur, bien sûr que t'as un noyau dur. Mais t'as cité le noyau dur qui est pas challengé. Oui, mais ça c'est un autre sujet. Des joueurs qui poussent autour et de la manière de construire. Moi, ce que je veux dire sur Verratti tout à l'heure, c'est vrai que ce qui est très inquiétant pour Paris, et c'est un vrai sujet, c'est que quand Verratti rentre, tout de suite le jeu il s'ouvre. Ça c'est sûr. Et en fait, on n'a jamais trouvé un équivalent à Verratti qui... malgré tout, en Europe, c'est pas le seul milieu de terrain qui sait jouer au foot, quoi. Est-ce que ça devrait être la priorité du mercato hivernal? On va parler tout à l'heure de Malcolm. T'es sûr? Mais on en parlait tu veux tellement. Vraiment qu'on en parle? Non, mais il y a eu tellement de joueurs au milieu de terrain qui ont été mis là pour justement compenser Verratti. Ça marche jamais. Ça pose des vraies questions sur l'organisation. Alors j'ai pas la réponse, mais Vitinha, par exemple, il était présenté, il a été très bon d'ailleurs en début de saison comme le parfait complément de Verratti, voire même un supplément potentiel. Porteur d'eau, pour moi techniquement, il n'a jamais montré le niveau. Porteur d'eau au début de saison. Non, mais porteur d'eau, c'est pas péjoratif. Makelele, c'est un porteur d'eau, c'est pas péjoratif. Très bon techniquement. Il était excellent, Vitinha, techniquement. Oui, mais en soutien d'eux, il n'était pas là pour prendre le jeu comme intéressantes. Verratti l'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui peut prendre le jeu comme Verratti le fait. Et le problème de Verratti, c'est que c'est un match sur 2. Depuis qu'il est au PSG. De toute façon, là, c'est les stats depuis 11 ans qu'il est là. Ça aussi, c'est 56%, c'est un vrai problème. Ouais. Et surtout, s'il rentre et qu'il prend des rouges, alors là, on s'en sort plus, là, pour le coup. On va écouter cette fois-ci le point de vue des joueurs de Reims, notamment d'Abdelhamid. On l'écoute. Je les sens pas fébriles parce que je pense qu'ils sont sûrs d'eux, on connaît leur qualité et ils sont dans la maîtrise. Après, nous, on les a analysés, on exploite leurs faiblesses, on sait que ça défend pas beaucoup devant. Voilà, donc après, je pense qu'on aurait pu encore être plus tranchant parce que on n'a pas assez fini nos actions. On a parfois été peut-être un peu trop dans la maîtrise et en voulant aller droite à gauche, alors que des fois, il fallait peut-être aussi aller au bout d'action, soit par un centre, soit par une frappe. Et voilà, ils ont des faiblesses. Après, nous, on a essayé de les exploiter. Jean-Philippe Bouchard, au vu de notamment de ce commentaire d'Abdelhamid, est-ce que Christophe Galtier pourrait envisager de trouver un autre système de jeu face au Bayern? Il est passé hier du 4-4-2 à plat au 4-4-2 en losange. Après avoir écarté la défense à 3 il y a quelques semaines, est-ce qu'il est encore en recherche de la solution idéale face notamment aux grandes équipes, en l'occurrence le Bayern? Il s'adapte surtout au présent et aux absents. Voilà. Mais en fait,
au niveau de ces clubs-là, le système n'a pas une importance fondamentale. C'est les joueurs qui font la différence. Et or là, on voit bien que le PSG joue pas en équipe. C'est flagrant. C'est flagrant. Chacun joue un peu pour soi. La défense et le gardien pour éviter les buts et devant pour essayer de faire un exploit Et c'est personnel. suffisant pour gagner la Ligue Mais, des Champions? Eh ben non. C'est pour ça que le PSG la gagne pas. Il n'y a pas de raison que ça change cette année, a priori. Si ça continue sur cette façon, sur ces attitudes-là, cette façon-là d'aborder les matchs, je vois pas comment ça peut passer. Effectivement, pas forcément contre le Bayern, qui est pas forcément l'équipe la plus dure, hein, mais là, il faudrait en gagner quand même 4. Enfin, dans des matchs aller-retour, enfin, ça paraît, la marche paraît un peu haute avec une équipe qui flotte autant. Un dernier mot sur Reims avant de jouer. C'est important. Non, t'as raison, c'est important de le faire. Non, mais de les féliciter, franchement. Qu'est-ce que tu as vu au stade et on l'a vu Baloguenais. En première mi-temps, où il y avait encore 0-0, mais Reims a éteint le Paris Saint-Germain par un jeu, mais d'une simplicité incroyable, quoi. Un jeu direct, avec des joueurs remuants. Alors moi, j'étais sur leur côté droit, Fouquet, Ito, mais sincèrement, ils virevoltants, dribbleurs, ils prenaient les espaces. Devant, Balogun a fait un très gros travail. Sincèrement, bravo à eux. Et le coach qui était là, qu'on découvre, qui a des bons résultats, qui fait pas de complexe. Et pour ça, ils vont donner des idées à d'autres. Parce que jusqu'à présent, les adversaires ont beaucoup respecté le PSG quand même. Hein, c'est de moins en moins vrai, peut-être d'ailleurs. Oui, voilà, mais ils voient ce qui se passe. D'ailleurs, dans l'interview, l'extrait que vous avez passé, c'est même pas la meilleure partie, parce que dans la continuité de cette phrase, il dit c'est facile de passer les 3 de devant. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà du non-respect, finalement, il y a vraiment une remise en cause du statut. Il y a une faille qui a été repérée. Il y a une faille, mais c'est plus que ça. Moi, je suis Galtier, cette phrase, je la colle sur le mur. Hein. C'est facile de passer les 3 devant. S'ils ont un peu d'ego, ça va un peu les réveiller. La phrase d'Abdelhamid, ça va bien les booster. C'est violent comme phrase. Heureusement pour Neymar, il n'est pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Heureusement, ouais. Non, mais le coach, à la fin, ils ont une explosion de joie quand ils marquent le but. C'est très belle. Je te dis, vraiment, je le pense sincèrement, la seule lueur d'intérêt de cette soirée, c'était vraiment de voir la soirée rémoise. Jean-Philippe Bouchard, on parle un peu livre avant d'ouvrir ce chapitre un peu plus tard, dans la dernière partie. La parole des coachs, c'est une parole qui intéresse les lecteurs? Alors, il y a eu quelques livres qui ont été publiés, pas chez nous, mais ces dernières années, justement, sur l'enseignement des coachs, sur les paroles de coach. Il y en a même qui s'appellent Paroles de coach. Il y a l'autobiographie de Ferguson. Ouais, alors celle-là avait bien fonctionné en Angleterre, surtout, évidemment. Il y a eu celle d'Arsène Wenger qui a plutôt bien fonctionné en France. Mais c'est vrai que c'est pas l'axe principal sur lequel vont se tourner les lecteurs. Enfin, le grand public va plutôt se diriger vers les joueurs et si possible les joueurs en activité. Ça c'est vrai que l'appétence elle est là. Après il y a on va dire une niche ou une certaine partie des lecteurs de livres de sport qui vont s'intéresser à la tactique, qui sont plutôt des formateurs, à l'histoire du jeu, mais on va rentrer quand même dans des niches. Voilà, c'est des niches très concernées, agissantes. Ils sont là, ces lecteurs-là, ils sont là. On sait à peu près, enfin, on peut les estimer, mais c'est pas les gros succès d'édition auxquels on peut s'attendre. Et c'est la maison d'édition qui propose souvent à l'entraîneur, un ancien entraîneur, Giroud, Ferguson là en l'occurrence, mais ou à José Mourinho. José Mourinho, je pense qu'il a les propositions qu'il attend en traversant la rue, mais ou Claude Puel qu'on a reçu tout récemment. Ça dépend. Il n'y a pas de règle. Claude Puel dont vous parliez, il est venu me voir en fait. Il avait déjà écrit son texte. Alors ça a pris beaucoup de temps parce qu'entre-temps il est allé à Saint-Etienne, ça n'a pas marché. Enfin bon, il a fallu qu'il retravaille, mais c'est vraiment lui qui a fait la démarche en n'étant pas du tout sûr que ça puisse intéresser quelqu'un. Voilà, donc ça nous intéressait. Voilà, donc moi je lui ai dit oui, si, ça va intéresser des gens, pas des millions de personnes, hein, on le sait bien, mais oui, donc ça peut être cette démarche-là, ou alors ça peut être l'inverse, et effectivement ça peut être l'éditeur qui va au devant d'un entraîneur plutôt star si possible pour lui demander. Vous pensez à qui par exemple? Quel entraîneur sur le marché aujourd'hui ou qui serait retiré depuis peu vous intéresserait comme éditeur de... Moi j'adorerais faire les mémoires de Deschamps, hein, si on me demande. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel commercial qui est fort ou parce que vous imaginez qu'il va vous délivrer des secrets? Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait dire quelque chose dans un livre? C'est ça l'enjeu, c'est ça le travail de l'éditeur, c'est de le convaincre qu'il faut dire quelque chose et que c'est pas un robinet d'eau tiède. Voilà, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que Deschamps qui nous explique ses principes, tout ce à quoi il ne répond pas en conférence de presse,
Et pourquoi il a dû faire tel choix ou tel choix, même des années après, c'est intéressant. Ouais. Ça marche. Le bouquin, par exemple, de Domenech, de Raymond Domenech après la Coupe du Monde, après Naïsna, pour vous, c'est un bon livre d'entraîneur. Alors c'était une vraie surprise pour moi parce que en fait à l'époque, si on se souvient bien, Domenech était détesté. Ouais. Par le peuple français. Et à l'époque, j'étais à l'équipe, j'étais pas encore dans l'édition, mais je m'étais demandé est-ce que ce livre va-t-il marcher en fait ? Et ben oui, il a très bien marché. Et donc, en fait, les gens s'intéressaient aussi aux coulisses et à essayer de comprendre ce qui s'était passé et avoir le point de vue de quelqu'un qui ne l'avait pas donné pendant l'événement. Donc, d'une certaine façon, ça a été une vraie bonne surprise, je pense, pour l'éditeur à ce moment-là, d'avoir ce livre qui a marché. Bien marché, ça veut dire quoi dans le... il a fait, je pense qu'il a fait 70 000 ou 80 000 exemplaires. Donc, c'était beaucoup pour un livre hors sport. Un gros livre pour un gros score pour un livre de sport. Mais c'était une surprise en fait. Comment quelqu'un qui est sur le moment est détesté peut faire un succès d'édition. Mais là, on n'est pas dans la tactique avec le livre de Domenech. Non, on est vraiment dans les coulisses, le management. On était dans la coulisse, ouais. Voilà. C'est ça qui intéresse le plus les lecteurs. Je pense que c'est pour le grand public, pour effectivement faire un succès, c'est plus ça qui va intéresser que de savoir s'ils ont fait un 4-4-2 en losange ou à plat. Allez, c'est l'heure des jouets dans Classico. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Jean-Philippe Bouchard, vous êtes prêt à jouer ? Vous avez deux adversaires de taille. Ouais. On joue sur la dernière journée de Ligue 1. Messieurs, Monaco est l'équipe de Ligue 1 qui cette saison a perdu le plus de points après avoir mené au score. Combien de points les Monégasques ont-ils précisément perdu ? 17. 17 pour Alexis Vizan. Je vois 8. Ouais, c'est plutôt 6 ou 8. Ouais. 17, 2 points pour Alexis. Faute de points. Il a juste pris. C'est connu. Monaco qui est actuellement sur une série particulière en Ligue 1, écoute bien, sur une série particulière en Ligue 1 et ce depuis 30 matchs d'affilée, laquelle ? D'avoir toujours encaissé un but. Non. Benjamin, Alexis et Jean-Philippe. Sur 30 matchs ? Sur 30 matchs. D'avoir toujours marqué un but. Attends, tu peux pas changer. Ouais, bon, ça va. Ils ont toujours marqué. Ils ont toujours réfléchissent, marqué un but. pas perdu à l'extérieur. Pas perdu à l'extérieur. Ouais, je suis d'accord. J'aurais bien vu celle-là, c'est pas mal. Non, je sais pas, d'avoir toujours pris un jaune. Non, ils ont toujours marqué au moins un but. Mais tu l'as dit, mais non. mais encaissé. Heureusement Très qu'il est là. maladroit. Non, mais tu peux même Très maladroit. Samedi, Wissam Ben Yedder est le meilleur buteur de l'AS Monaco. Combien de buts a-t-il marqué en 25 matchs, toutes compétitions confondues cette saison ? Cette saison ? C'est le meilleur buteur de l'AS Monaco ? Ouais. Ça doit pas être grand-chose. Bon. 25 matchs. Ouais, 7. 7 12. J'allais dire 12, je vais dire 13. 16. C'est le point pour Alexis. Monaco qui, malgré sa 4e place, est peu en réussite face aux équipes de l'actuel top 8. Combien de points remportés donc en 8 matchs ? Non, mais je commence pas, moi. Je suis la variable d'ajustement. Jean-Philippe Bouchard. Combien de points en 8 matchs contre le top 8. En fait, c'est un... L'actuel top 8. Non, mais c'est un quiz de Monaco. Non, c'est la Bouchard. Après, c'est Marseille. Donc, top 7 puisqu'ils en font partie. Je ne fais plus la variable d'ajustement. Débrouillez-vous. 5 points. 8. 8 points. Allez, 9. 5 matchs nuls, 3 défaites. Alexis Vizan. Flamboyant samedi, Alexis Sanchez a encore régalé par sa technique. Quel fut son taux de réussite en matière de dribble ? Alexis Sanchez. Non, je commence pas, moi. Allez, Vizan. Alexis, de son prénom. Ça intéresse quelqu'un ces questions ? Tu penses qu'on a des auditeurs qui s'intéressent aux réponses de réussite en dribble ? Taux de réussite en dribble. En dribble ? Oh mon dieu. 47%. 47%. Non, 70%. 70%. 60. Tu sais vraiment pas jouer à jeu. Il faut toujours aller plus haut. C'est 100%. C'est Jean-Philippe Bouchard. 100% de dribble. Ouais, 100% de réussite. L'OM est toujours 3e derrière Paris et Lens. Quelles sont les 3 équipes sur le podium depuis la fin de la phase de poule de Ligue des Champions ? Ouais, pas compris là. Je répète, l'OM est 3e derrière le Paris Saint-Germain et Lens. Ok. Mais quelles sont les 3 équipes sur le podium si on s'intéresse au classement depuis la fin de la phase de poule ? Les points marqués depuis la fin de la phase de poule, donc en gros le mois de novembre. Quoi. Donc Paris ? Je sais pas, tu dis qui les 3 premiers ? Non. Paris,
Lens et Monaco. Paris, Lens et Monaco. Jean-Philippe Lens. Il y a Lorient qui a été longtemps Lens, au Marseille. classement. Mais non, depuis fin novembre. Ah, donc après, justement. Voilà, Mais c'est pas après. clair. T'as du mal, c'est extrêmement clair. Tout le monde a bien compris. Paris, Lens et l'OM pour Jean-Philippe Bouchard. Non, et Monaco. Paris, Lens, Monaco, pardon, pour Jean-Philippe. Ouais, Paris, Monaco et Lens. Ok. Lens, Marseille et Monaco. Ouais, bah, c'est presque ça. OM, Lens et Monaco. L'OM avec 19 points, Lens 15 je et Monaco. viens de comprendre la 14. question. Ok, Bah, d'accord. avec toi, mon ami, Attends, je peux pas te le dire dans l'ordre, je peux pas te le dire dans Je viens de comprendre la question. Pisté par le Paris Saint-Germain, l'attaquant Malcolm connaît une bonne première partie de saison avec le Zénith Ah, pardon, Saint-Pétersbourg. Combien de buts marqués Ah, laisse-moi tranquille, en je vais 23 noter. matchs? Jean-philippe Bouchard. 12. Ouais, 12 aussi. Ouais, 12. 12. 17 matchs, 12 buts. Je l'ai Non, noté. 15. Bah ouais, mais note bien alors. 15. Ah, toute compétition confondue. C'est pas vrai. Un ancien joueur de Sochaux et de Lyon qui a gagné le point. La personne. Personne. Un ancien joueur de Sochaux et de Lyon vient de retrouver un banc de touche. Niveau national. Qui est-ce? Un joueur de Sochaux, notamment Sochaux et Benoît Lyon. Pedretti. Ouais. Benoît Pedretti. Pedretti. C'est le point pour Ça, Benjamin. c'est 2. Excuse-moi, Pedretti, c'est 2. C'est pas le. C'est un. Tu connais qu'un seul joueur à Sochaux, avec Kamel Meriem. Quel est le point commun entre Deschamps, Jocelyn Gourvenec, Didier Deschamps, Jocelyn Gourvenec, Benoît Pedretti donc et Ouais. Corinne Diacre? Tu peux trouver Alexis. Et nous, non. Sélection. Toi non, Jean-Philippe oui, mais toi. Sélection, Et tous, ils ont été entraîneurs. sélection à prime. Ah si, c'est incontestable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je sais pas. Ils ont le même agent, Jean-Pierre Bernès. Marco Verratti a été expulsé hier, 13 minutes après son entrée en jeu. Combien de fois a-t-il été expulsé avec le Paris Saint-Germain en un peu plus de 400 matchs? Une fois. Combien? Non, je dis Une fois? Ah, trop tard, il a dit une fois. Non, non, Oh, 4. 14. 14, Ah ouais. Non, moins. 5. 6. Point pour Benjamin. Ah, Mais c'est Alexis qui remporte C'est la la première remontada. On enchaîne avec le Bayern. Je termine deuxième quand même. Hein. À la fin, Ouais. c'est fini.